Je vais vous corriger l'exercice 15, page 510 de votre manuel. Alors toujours en considérant que vous avez bien sûr le manuel sous les yeux, que vous avez essayé un peu de préparer l'exercice, et en tout cas que vous avez au moins bien lu l'énoncé, avant d'attaquer la correction. On présente donc deux acides alpha-aminés, la leucine et la sérine, et on nous demande s'ils ont ces molécules un carbone asymétrique. Donc vous avez la correction ici, un carbone asymétrique, je le rappelle, c'est un carbone qui est lié à 4 groupes différents. Alors en formule topologique, peut-être que des fois c'est un petit peu plus difficile à voir, mais pensez bien que les hydrogènes ne sont pas écrits. On pourrait tester une fois doucement sur la leucine, la CH3, 3 hydrogènes, il n'y a pas 4 groupes différents, CH3 pareil, ici il y a un hydrogène, ne pas l'oublier, mais ce carbone il est lié à un CH3 et à un CH3, donc il est lié à 2 groupes identiques, il n'est pas asymétrique. Ici il y a CH2, donc il y a 2 hydrogènes, c'est pas un carbone asymétrique. Et ici, la quatrième liaison qu'on ne voit pas, c'est un hydrogène, donc on a un carbone qui est lié à un NH2, qui est lié à un COH, qui est lié à un H, et qui est lié à tout le reste qui est ici. Donc il est bien lié à 4 groupes différents, carbone asymétrique, on le note avec un petit astérisque. Pareil pour la leucine, ce carbone ici, attention, il est CH2, donc 2 hydrogènes, il n'est pas asymétrique, et ce carbone, il est lié à un NH2, un COH, un H qui n'est pas dessiné, et puis un CH2OH. Il est lié à 4 groupes différents, c'est un carbone asymétrique. Ces molécules sont-elles chirales? Deuxième question. Oui, une molécule qui possède un carbone asymétrique est une molécule chirale, par définition. Je rappelle, une molécule chirale, c'est une molécule qui est non superposable à son image dans un miroir. La question d'après... Oui, donc écrire les stéréoisomères. Donc, puisque ce sont des molécules chirales, elles possèdent un énantiomère. On a un seul carbone asymétrique, donc on ne peut pas faire de diastéréoisomère. Souvenez-vous, avec 2 carbones asymétriques, il y a parfois des diastéréoisomères. Ce sont des molécules qui sont non d'images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Ici, un seul carbone asymétrique, on peut donc faire un énantiomère, la molécule qui est image de l'autre et qui est non superposable. Donc votre manuel prend l'option d'imaginer un miroir ici entre les 2 molécules énantiomères, entre les 2 molécules couplées d'énantiomères. Donc bon, je pense que c'est assez facile à voir, hein, imaginez un plan de miroir ici. La solution que vous savez, moi je vous ai proposée, c'est simplement de ne pas réfléchir et de permuter 2 des groupes que vous avez écrits. Donc vous pouvez permuter CO2H et H par exemple, ou bien H et NH2, n'importe lequel des 2 groupes, vous les permutez et vous obtenez son énantiomère. Évidemment, on a représenté la molécule en représentation de Cram. Quand on veut faire apparaître les énantiomères, il faut montrer la géométrie dans l'espace à 3 dimensions. Donc je rappelle encore une fois, hein, CO2H ici, c'est une liaison qui est en avant du plan. Les petits pointillés ici, c'est une liaison qui est en arrière du plan. Pareil pour la leucine, même principe, en représentation de Cram, les 4 groupes qui sont autour du carbone asymétrique. Et puis soit on fait son image en imaginant un plan, un miroir ici, ou bien on permute 2 groupes. Même principe. La question C, nommer les groupes fonctionnels présents dans les molécules. Donc on va les remontrer ici. On a ici le groupe amino NH2, a priori de la fonction amine. Le groupe carboxyle COOH, ici de la fonction acide carboxylique. On retrouve pareil sur la sérine un groupe amino de la fonction amine, un groupe carboxyle de la fonction acide carboxylique, et en plus un groupe hydroxyle OH de la fonction alcool. Donc voilà les 3 groupes fonctionnels et les 3 fonctions qu'on trouve sur ces molécules. Question D, un petit peu nouvelle, un peu différente. La solubilité dans l'eau à 25 degrés Celsius de la leucine est de 0,18 mol par litre, alors que celle de la sérine est de 0,48 mol par litre. Justifiez cette différence de solubilité. Je remontre encore les 2 molécules. Donc la leucine, en gros, est moins soluble que la sérine. Pourquoi est-ce qu'on peut dissoudre plus de molécules de sérine dans l'eau que de la leucine? Eh bien, ça va un peu. Pourquoi est-ce qu'on peut dissoudre des molécules dans un solvant à condition que les molécules aient de l'affinité pour le solvant et se mélangent bien avec. En particulier dans les solvants aqueux, s'il y a possibilité de faire des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau du solvant et les molécules qu'on veut dissoudre, alors la dissolution sera plutôt aisée. Donc ici on a plein de possibilités de faire des liaisons hydrogènes. Toutes les liaisons polarisées sont des liaisons qui sont prêtes à faire des liaisons hydrogènes. Donc la liaison NH est polarisée, donc avec un atome d'azote ici, et puis un hydrogène d'une molécule d'eau, il pourrait y avoir des liaisons hydrogènes. Avec les oxygènes ici, et les 2, hein, et des hydrogènes de la molécule d'eau, il pourrait y avoir des liaisons hydrogènes. Donc cette molécule-là est plutôt soluble a priori dans l'eau. On retrouve pareil pour la sérine, avec en plus le groupe hydroxyle ici, qui va encore permettre de faire plus de liaisons hydrogènes. Et c'est cette possibilité de faire plus de liaisons hydrogènes
qui donne une plus grande solubilité à la sérine dans l'eau. Je lis juste la version de votre bouquin. La sérine est plus soluble dans l'eau que la leucine, car la présence du groupe hydroxyle permet un plus grand nombre de liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Je confirme ça. Alors, partie de mécanisme de la réaction de couplage. Donc, la première étape du mécanisme de la réaction entre une amine et un acide carboxylique est donnée dans votre bouquin. C'est représenté encore ici. Question A, recopier l'équation, indiquer dans les réactifs les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Bien, encore une fois, un site donneur d'électrons, c'est un site qui est riche en électrons, un site accepteur, c'est un site qui est pauvre en électrons. Au sein de la molécule d'amine, ici, alors R1, R2, R3, ce sont trois résidus quelconques, mais j'ai bien le groupe amino de la fonction amine, eh bien, l'azote est plutôt plus électronégatif que l'hydrogène ou que le carbone, en plus il a un doublé non liant, donc l'azote est un site riche en électrons, on pourrait écrire delta-, il porte une petite charge partielle delta-. Donc a priori, sur cette molécule-là, N sera un site donneur, et ce carbone, ou éventuellement ces hydrogènes, seraient les sites accepteurs. Au sein de la molécule d'acide carboxylique, encore R qui est un résidu, le groupe COOH, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc l'oxygène ici il est delta-, celui-ci aussi il est delta-, et ce carbone est delta+. Donc a priori, un site ici accepteur d'électrons, et les oxygènes pourraient être des sites donneurs. Votre manuel a mis en rouge et en bleu ce qui sera réellement le site donneur et réellement le site accepteur. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si c'est O qui va être donneur ou C qui va être accepteur, puisque les deux peuvent jouer le rôle? Eh bien, on regarde le produit qui se forme. Et on voit que dans le produit, on a formé une liaison carbone-azote qui n'existait pas. Comment justifier la formation de la liaison entre cet azote et ce carbone? Eh bien, c'est que l'azote soit le donneur d'un doublé d'électrons pour le carbone. Ce qui est représenté ici. L'azote va donner son doublé non liant, va le prêter, va le partager avec le carbone pour former la liaison ici, CN. Au passage, on constate également que l'oxygène ici est devenu un oxygène chargé moins, avec 3 doublés non liants et une simple liaison carbone-oxygène. Alors qu'au départ, il y avait la double liaison carbone-oxygène et seulement 2 doublés non liants. Comment expliquer ça? Simplement par le fait qu'un des 2 doublés non liants est venu se coller sur l'oxygène. Donc on le représente avec une flèche courbe. Et donc on justifie la formation ici du produit. On a fait les questions A et B de la question 2. La question 3 maintenant, stratégie de synthèse. Donc lors de la réaction entre la leucine et la sérine, on obtient un mélange de 6 produits différents, sans prendre en compte d'éventuels stéréoisomères, et écrire leur formule topologique. Alors, je vais revenir sur les molécules de départ. Voilà la leucine, voilà la sérine. L'énoncé vous donne comme donnée la possibilité de faire des réactions de synthèse d'ester ou des réactions de synthèse d'amide. Alors, on voit que pour faire un ester, il faut faire réagir la fonction, enfin le groupe OH au sein de l'acide carboxylique avec un H d'un alcool. En gros, quand on a une fonction sur une molécule COOH et une fonction OH, il pourrait y avoir une réaction qui forme un ester. Par exemple, le COOH de la leucine ici pourrait réagir avec le OH de la sérine pour former un ester. Donc voilà déjà une molécule qu'on peut faire. Et l'énoncé nous dit aussi qu'on peut faire des amides en prenant la fonction COOH d'une molécule et la fonction amine d'une autre molécule. Donc par exemple, le COOH ici peut réagir avec ce NH2 pour faire un amide. Et en l'occurrence, ce sera un peptide. Ce sera le peptide, le CER. Donc si on résume, on va regarder peut-être la leucine, toutes les molécules qu'elle peut le faire. Donc la leucine, elle peut réagir avec sa fonction COOH pour faire un ester avec la sérine, ici, ou pour faire un amide avec la fonction amine de la sérine. Donc voilà déjà 2 molécules possibles. La fonction NH2 de la leucine peut réagir avec la fonction COH de la sérine pour faire encore un peptide, un amide, ce sera le peptide CER-le. Et la fonction NH2 de la leucine peut aussi réagir avec la fonction COH d'une autre leucine. Et là, on pas ensemble au sein de la même molécule, mais 2 molécules de leucine peuvent réagir ensemble pour faire un amide, le peptide, le. J'en suis à 4 molécules. Il faut en trouver encore 2 autres. Eh bien, le COH d'une sérine peut réagir avec le NH2 d'une autre sérine pour faire un peptide, le peptide CER-CER. Et on peut faire un dernier ester, le COH d'une sérine peut réagir avec le OH d'une autre sérine pour faire un ester. On va regarder ce que vous dit votre bouquin. Donc, vous essaierez de regarder, de les construire vous-même, ces molécules-là, chacun à son rythme. Mais donc le dipeptide le, je reprends juste ça, le,
j'ai pris la fonction acide carboxylique de la leucine et la fonction amine de la leucine. Ça fait le peptide le. Le dipeptide leucère, c'était la fonction COH de la leucine et la fonction NH2 de la sérine. Là encore, vous prendrez le temps de digérer ça tranquillement. Essayez de les faire en topologique, c'est vraiment un bon exercice. Vous ne laissez pas piéger par le fait de voir la correction, que ce soit déjà écrit. Ça demande toujours un peu de concentration pour écrire ça. Les autres molécules possibles, le dipeptide serre-le, donc cette fois-ci c'est la fonction COH de la sérine qui a réagi avec la fonction NH de la leucine pour faire cette fonction, ce groupe amide ici. Le dipeptide serre-serre, ça c'est la fonction COH de la sérine qui a réagi avec un NH2 de la sérine aussi, mais d'une autre molécule de sérine. Enfin les esters, les deux esters qu'on pouvait faire. L'ester alors mixte entre la leucine et la sérine. Le COH de la leucine a réagi avec le OH de la sérine pour faire cet ester-là. On a bien le groupe COO. Et enfin, l'ester entre deux sérines, le COH d'une sérine réagit avec le OH d'une autre sérine, pour former encore ici le groupe ester. Donc voilà toutes les 6 molécules effectivement qu'on peut faire. S'il y a en plus là-dedans des carbones asymétriques, et c'est le cas, alors on pourrait faire des énantiomères. Ça n'est pas demandé. Quelle est la fonction acide carboxylique à activer pour cette synthèse? Alors on veut synthétiser spécifiquement le peptide leucère. Leucère, c'est celui qui est là. Donc on a dit pour celui-ci, il faut que ce soit la fonction COH de la leucine qui réagit avec la fonction NH2 de la sérine. Donc quelle est la fonction acide carboxylique à activer? Eh bien en fait je l'ai dit, la fonction acide carboxylique de la leucine. Quelles sont les fonctions à protéger? Donc on veut que la COH de la leucine réagisse avec le NH2 de la sérine, donc on ne protège pas le NH2 de la sérine pour qu'il soit bien réactif. Par contre, toutes les autres fonctions doivent être protégées. Je remonte sur les molécules de départ. Hop, ici. Donc, on va activer, faire en sorte que le COH soit ici bien actif pour agir avec ce NH2. Donc je protège quoi? Je protège ce NH2 pour être sûr qu'une COH de leucine ne réagisse pas avec une NH2 d'une autre leucine. Donc ça c'est à protéger. Il faut protéger ce OH parce que sinon on pourrait faire un ester entre le COH ici et le OH qui est là. Et il faut également protéger ce COOH. Ben non, même pas. Parce qu'en fait, si j'ai déjà protégé ce NH2, il ne pourra pas réagir. Si, pardon, excuse-moi. Si, il faut bien quand même le protéger. Il faut protéger ce COH parce qu'il pourrait réagir avec le NH2 de la sérine, d'une autre sérine. Je veux que ce COH réagisse avec ce NH2. Donc il faut bien protéger ce COOH pour pas qu'il puisse réagir avec ce NH2. En gros, je résume, on protège cette fonction et cette fonction. Et on active les deux autres, celle-ci et celle-là. Je rappelle éventuellement par rapport au cours, pour protéger une fonction, comment est-ce qu'on fait? En général, on a les étapes préliminaires de protection. On va faire réagir la molécule de stérine avec un réactif chimiosélectif qui réagira, par exemple, il y en aura un qui réagira spécifiquement avec le OH pour le transformer temporairement, un qui réagira dans une autre réaction, spécifiquement avec le COH pour le transformer en autre chose. Encore une fois, troisième préparation, la leucine, on va la faire réagir avec un réactif chimiosélectif qui protège juste NH2. Ensuite, on fait la réaction à proprement parler entre la leucine et la sérine pour coupler le COH au NH2. Et dernière étape, il y aura la déprotection. On refera des réactions avec des réactifs chimiosélectifs pour déprotéger ça et le reformer, pour déprotéger le OH et le reformer, et pour déprotéger le NH2 et le reformer. Voilà tout ce qu'on a à faire pour faire une réaction de synthèse peptidique. Ici, c'est un petit peu compliqué.